Non. Bonjour à tous. Merci de votre participation à cet atelier qui va démarrer dans quelques minutes sur réussir son projet de GED, son projet de dématérialisation. Bonjour à tous. On est moins nombreux que pour les autres ateliers, je pense que c'est aussi l'horaire. Globalement, donc moi je suis Christophe Vera, je suis responsable commercial du groupe T2I. Nous on est éditeur de solutions de GED et de dématérialisation en général. On a 35 ans d'expérience dans la partie GED et dans l'expertise de dématérialisation documentaire et de gestion de patrimoine documentaire. Il faut savoir qu'on a un groupe franco-suisse, on représente à peu près 30 millions de chiffres d'affaires et à ce jour, sur l'ensemble de nos solutions, on doit avoir 250 000 utilisateurs de nos produits. Et puis il y a un point important à retenir, c'est qu'on va réinvestir 20% de la recherche et développement, de notre chiffre d'affaires dans la recherche et développement pour maintenir nos solutions, qu'elles soient en conformité avec le réglementaire, avec la partie performance et puis évidemment la partie fonctionnelle ergonomique. Et Raphaël Benant qui m'accompagne. Donc Raphaël Venant, moi je suis Customer Success Manager au sein du groupe T2I, c'est-à-dire je m'occupe non seulement de la partie audit et conseil sur les projets et sur les solutions, et j'ai également un portefeuille de projets actifs, donc je réalise très régulièrement des déploiements de projets de dématérialisation, des projets de GED ou même des projets de circulation de documents qu'on fait au sein de l'offre T2I. Juste pour revenir justement au titre de cet atelier qu'on propose aujourd'hui, c'est comment réussir son projet de dématérialisation. On avait aussi un slogan là-dessus, ce serait objectif zéro papier dans votre organisation. Donc on va vous détailler tout ça sur le sommaire. Sur le sommaire, exactement. Et puis simplement, ce qu'il faut retenir, c'est que le groupe T2I, il est éditeur. Son cœur de métier, c'est l'édition de gestion électronique de documents. Et il est également intégrateur parce que l'objectif, c'est que les solutions puissent s'interfacer avec les différents systèmes d'information des organismes qui traitent de l'immobilier. Voilà. Alors, l'objectif, c'est de faire un premier constat sur la dématérialisation aujourd'hui. Sur les enjeux, les bénéfices et puis ce qui est attendu en premier lieu par les entités qui traitent de l'immobilier. Et puis évidemment, après, on va s'arrêter sur différents points d'attention, points de vigilance pour la réussite d'un projet de GED que Raphaël et moi déclinerons plus tard. Alors, le premier thème qu'on va retrouver, c'est la partie économie. On s'aperçoit que les sociétés, historiquement, vont déployer un système de gestion électronique de documents ou vont s'occuper de la dématérialisation plutôt dans un cadre de retour sur investissement, d'économie d'échelle. Donc, il y a une nécessité, que ce soit pour la dématérialisation fiscale des factures, pour faire un gain sur le traitement des factures de bout en bout. On a aussi cette notion de contrainte et de nécessité de passer sur une GED, parce que c'est devenu une solution qui est fondamentale dans les organisations, que ça soit d'ailleurs pour le télétravail qui a dû être mis en place suite à la période de Covid, ou encore pour des contraintes légales associées au réglementaire pour la gestion du RGPD, la gestion de l'anonymisation des données, de la traçabilité des informations. Donc cette première brique économie, voilà, c'est le premier constat qu'on peut faire. Ensuite, il y a une deuxième notion qui est la maîtrise des processus. Maîtriser ses processus pour mieux piloter son activité, ça veut dire apporter une traçabilité de l'ensemble des événements et toutes les actions qui vont se passer dans les systèmes d'information, que ce soit les systèmes de GED, les systèmes de workflow, les systèmes d'alimentation, pour mettre en place un suivi et peut-être identifier les faiblesses des processus, trouver des points d'amélioration, voilà, et faire de l'amélioration continue sur ces aspects-là. On peut aussi s'appuyer sur des systèmes de BI pour avancer sur ces aspects-là. Ensuite, pour le collaborateur, il y a la notion de confort aussi, parce qu'un système de gestion électronique de documents ou un système de workflow sur lequel je vais pouvoir valider des documents sans forcément passer de bureau en bureau. Et donc ça va être vraiment important pour les utilisateurs qui ont des exigences de plus en plus précises sur la rapidité, sur l'immédiateté des informations. Et puis aussi, pour le collaborateur, c'est une notion de productivité et de moins s'embêter à retrouver des documents, d'aller plus vite pour faire des actions. C'est un confort au quotidien.
Ensuite, on l'a évoqué, ça peut être les contraintes légales. Les contraintes légales, vous allez avoir des organismes comme la CNIL ou par exemple qui vont vous solliciter sur des problématiques RGPD, la sécurité des informations, les habilitations qui sont données aux collaborateurs, qui a le droit de voir quoi dans le système d'information ou dans les documents. Tout le monde n'a pas le droit de voir les bulletins de paye, tout le monde n'a pas le droit de voir les documents de la direction. Donc pour autant, il va falloir justement créer des habilitations associées. Je suis gestionnaire de patrimoine ou gestionnaire de clientèle, je n'ai pas forcément besoin d'aller voir les documents de mon confrère qui traitent des mêmes aspects. Voilà, donc ça, et puis il y a aussi la notion de valeur probante dans le réglementaire qui est importante, qu'on va évoquer tout à l'heure. La valeur probante, c'est simplement de transférer la valeur d'un document papier à un document numérique pour du coup s'affranchir de la conservation de ce document papier. Et donc ça, il y a différentes étapes à mettre en place pour pouvoir être en conformité et montrer patte blanche sur ces aspects-là et conserver la valeur du document. Ensuite, il y a une notion d'image. L'image, l'entreprise digitale d'aujourd'hui, cette notion de flexibilité avec les workflows documentaires. Ça peut être aussi créer des passerelles entre votre entreprise qui traite de l'immobilier et vos prestataires ou vos clients locataires, par exemple. Ça peut être aussi pour attirer de futurs collaborateurs parce qu'on utilise des solutions qui sont modernes, qui sont adaptées et qui permettent d'aller plus vite. Et puis surtout, créer des passerelles entre les partenaires, les clients et puis l'organisme. Et puis la dernière notion, c'est la modernité parce qu'aujourd'hui, on souhaite aller sur des écrans très ergonomiques, très intuitifs pour aller signer un document électroniquement avec sa valeur tout en ayant le téléphone dans la poche, en étant en mobilité, etc. Et l'aspect mobilité, c'est également l'aspect écologique pour supprimer au maximum le papier et puis s'affranchir de toutes ces impressions inutiles pour finalement traiter des mêmes processus. Et pour répondre du coup à ces enjeux de la dématérialisation, on a déterminé 5 thèmes qui vous permettront de réussir vos projets de GED dans votre organisation. Le premier, on va beaucoup insister là-dessus, c'est penser justement qu'un projet GED n'est pas un projet d'entreprise. Au contraire, le projet GED, vous allez voir, il va embarquer toute votre entreprise dans des synergies, dans des valeurs ajoutées. Le deuxième, c'est la politique d'archivage. C'est un peu la notion technico-fonctionnelle qu'on va aborder dans cet atelier. Je vais vous définir d'où vient la politique d'archivage et surtout comment on peut la créer et la rédiger au sein de votre organisation. On ne sous-estime pas l'acquisition de documents, c'est l'alimentation de votre GED. On va vous donner deux critères, deux éléments clés de l'alimentation de documents, de la dématérialisation. Et à l'inverse, il ne faut pas penser que c'est un processus unique. Il y a la dématérialisation et il y a ce qui vient après la dématérialisation des documents, après la transformation ou la digitalisation des documents, et on va vous le présenter. Et enfin, on a un petit sujet pour le système d'information. Si jamais il y a des personnes, des DSI dans la salle aujourd'hui, c'est oublier l'interopérabilité. Non, au contraire, on va voir qu'une GED est complètement intégrée au système d'information. Donc ce premier thème, je vais laisser la parole à Christophe qui va vous présenter. Ce premier thème, donc ce premier point de vigilance qu'on a listé ici, donc penser qu'un projet de GED n'est pas un projet d'entreprise, pour moi je l'ai découpé vraiment en trois notions. Il y a la notion de temps, avoir une vision globale dans un espace-temps. L'objectif c'est, je veux dématérialiser dans un premier temps mes avis d'échéance pour gagner du temps sur mes locataires. Donc je mets une brique de GED qui va permettre de faire ça. Mais je ne m'investis pas, je ne me projette pas sur le court, le moyen et le long terme, sur ce que va pouvoir faire cette GED demain. Si demain j'ai besoin de dématérialiser mes factures, pour autant j'ai d'autres projets de dématérialisation qui vont être traités en cours, et donc il faut à tout prix que je prenne ça en compte, parce que sinon c'est le meilleur moyen pour se retrouver après plusieurs années, soit à changer de GED parce qu'elle n'est pas adaptée sur un contexte global d'entreprise, soit avoir plusieurs GED en silo. Et du coup, vous avez différents systèmes de stockage. Vous avez les répertoires réseau, la GED facture, la GED client, la GED patrimoine. Et à la fin, il y a pas le système n'est pas homogène. La deuxième partie, c'est la stratégie. Donc, le déploiement d'une GED, ça doit s'inscrire dans votre schéma directeur. C'est-à-dire que la stratégie intérieure, ça peut être, par exemple, j'ai un client qui a déployé une GED avec un workflow courrier, principalement pour apporter de la meilleure qualité client. Parce que ce workflow courrier lui permettait de générer les courriers de réclamation des clients parce que le chauffe-eau était défectueux pour mon locataire ou quoi que ce soit. Et donc moi, j'allais traiter ces aspects-là.
Et du coup, c'était c'était une raison pour laquelle j'ai mis ce processus en place. Mais voilà, il faut que ça soit aligné avec la stratégie. Et toutes les stratégies, d'ailleurs, peuvent converger pour ce type de projet. Puis la dernière notion qui est importante, c'est un projet d'entreprise et c'est un projet qui touche directement l'humain. La meilleure méthode pour déployer un projet de GED, c'est quand même d'aller inclure en mode participatif dès les réunions d'initialisation, les utilisateurs qui vont être les utilisateurs référents, qui vont être ceux qui vont promouvoir, parce qu'on s'aperçoit souvent qu'on a peur de la conduite du changement des utilisateurs. Les utilisateurs vont nous dire ça va être encore un énième outil que je vais devoir utiliser au quotidien et finalement ça va me rajouter du travail ou ça va changer mes habitudes. Puis en fait, quand on commence à creuser et qu'on met les bons systèmes en place, on s'aperçoit que les acteurs de ces projets-là sont souvent plutôt sponsors et des vrais leviers pour la conduite du changement. Donc c'est absolument pas un point à négliger. Et l'humain, justement, dans vos organisations, c'est vraiment ce qui est au cœur de la croissance, ce qui est au cœur des réussites, ce qui est au cœur de ce qui va vous permettre d'atteindre vos objectifs de demain. Et si on dit qu'un projet GED, c'est un projet d'entreprise, justement, c'est parce qu'on va impliquer cet humain. Et on va l'impliquer, même dès le départ, sur la direction générale. Alors, on parle de rôle, hein, on ne parle pas de personnes. Après, c'est à vous de vous projeter dans votre organisation. La direction générale, on va lui demander d'approuver la politique d'archivage. On va lui demander d'approuver ce qui est en fait le pilier de votre projet de dématérialisation et de votre projet de GED. Bien entendu, cette politique d'archivage, elle est garantie par le responsable de la gestion documentaire. C'est un rôle que vous aurez confié au sein de votre organisation. Ce rôle, c'est aussi la maîtrise d'ouvrage du projet. C'est celle qui va garantir que la politique d'archivage a été bien écrite et pourra être validée par la direction. Pour écrire cette politique d'archivage, on s'appuie sur les directions opérationnelles. Là, on parle des métiers, des sachants, des opérationnels. C'est eux qui maîtrisent déjà le cadre juridique. Ce document, est-ce qu'il est important, est-ce qu'il n'est pas important? Comment il doit être dématérialisé? Combien de temps il doit être conservé? Bien entendu, ils vont s'appuyer sur le conseil de l'entreprise, la partie juridique, mais c'est pour eux qu'on fait le projet, c'est pour les directions opérationnelles, et ils vont établir ce qu'on appelle le tableau de conservation des documents. Quels documents je gère, comment je vais les dématérialiser, pour quel objectif et pendant combien de temps je vais devoir les conserver. On ne peut pas faire de projet transverse sans impliquer les directions informatiques. La direction informatique, elle n'est pas uniquement support de la valeur ajoutée, elle doit être créateur de valeur, donc elle doit être impliquée dans un projet d'entreprise et encore plus dans un projet GED. Elle va fournir tous les moyens nécessaires pour réussir votre projet. Et je ne parle pas uniquement du DSI, je parle vraiment de la direction informatique au global. Et enfin, un dernier rôle qui a émergé il y a seulement quelques années, c'est le responsable de la protection des données. Encore une fois, c'est un rôle parce que vous avez peut-être pu l'externaliser au sein de votre organisation. Il va s'assurer du respect du cadre légal, de la RGPD, du droit à l'oubli, de la durée de conservation des documents. Il peut aussi donner son conseil aux directions opérationnelles. Et c'est vraiment l'ensemble de ces acteurs qui vont permettre de réussir le projet de GED et le projet de dématérialisation. Négliger la politique d'archivage. Alors, pour vous définir justement la politique d'archivage, qui est un peu au cœur de cet atelier, je vais d'abord parler de stratégie d'archivage. La stratégie, comme toute stratégie dans une organisation, c'est ce que va dicter votre direction en disant « voilà ce que l'on doit atteindre à 1 an, à 2 ans. Voilà les nouvelles transformations sur lesquelles on doit être challenger ou on doit être leader demain au sein de notre organisation. » Si je prends une stratégie qui a été récemment éditée dans les entreprises privées ou publiques, avec la situation sanitaire qu'on connaît, c'est comment, avec la situation actuelle, je peux rendre accessibles tous les documents qui sont au format papier dans mon entreprise. Comment, en télétravail, ils vont pouvoir continuer à assurer la performance opérationnelle qu'avaient mes équipes au quotidien quand je les avais au sein de mon organisation. Ça, c'est la stratégie. C'est je dois atteindre la capacité de pouvoir travailler à distance, la capacité de pouvoir travailler dans des situations complexes que l'on connaît aujourd'hui. Pour atteindre cette stratégie, on va définir la politique d'archivage. Et on va l'aligner sur cette stratégie. Si la politique d'archivage ne répond pas à la stratégie, vous n'allez pas pouvoir atteindre vos objectifs. Vous n'allez pas pouvoir surmonter les nouvelles transformations d'aujourd'hui et de demain. Donc, comme on le disait il y a quelques dizaines d'années, je me souviens, au sein des DSI, la politique d'archivage doit être alignée à la stratégie de dématérialisation, comme la politique de votre système d'information
doit être aligné à la stratégie de votre système d'information. Voilà ce que l'on détermine en termes de définition de la politique. Et pour ça, vous avez deux éléments, deux recueils, qu'on appelle ça l'état de l'art sur l'archivage électronique. C'est une norme ISO, la 14641.1, si peut-être certains d'entre vous la connaissent. En tout cas, c'est une norme internationale qui va vous aider à définir votre politique d'archivage. Et si vous voulez quelque chose d'un peu plus condensé, c'est les NFZ, des sortes de résumés justement des normes ISO. Je vous conseille d'aller voir la 42013 sur justement l'état de l'art de l'archivage électronique. Si maintenant vous avez compris cette notion de politique d'archivage et vous voulez commencer à la rédiger, commencer à la mettre en place dans votre organisation en amont d'un projet de dématérialisation, en amont d'un projet de GED, vous allez vous poser une question principale qui est la définition du périmètre et des règles. Ok, je vais lancer un projet de dématérialisation, mais par quels documents je vais commencer ou quels documents sont même concernés? Et par ces documents, quelles sont les règles qui régissent à ces documents? On a des documents qui sont peut-être hautement stratégiques dans votre organisation. Je peux parler par exemple du CABIS de votre entreprise et qui doit être accessible car uniquement certaines personnes qui en ont besoin pour l'exploitation, pour prouver l'identité de l'entreprise. À l'inverse, on a des documents opérationnels accessibles à tout le monde. Je prends un exemple. Chez nous, on a une note de service, une note de procédure pour l'usage de la conférence téléphonique que l'on peut activer quand on fait des réunions avec nos clients ou avec nos partenaires. Tout le document, on doit le définir et définir les règles de sa dématérialisation pour le rendre accessible. Donc on analyse les documents et on structure les archives. Il faut absolument que tout le monde puisse retrouver le document. Donc on doit se poser la question, comment ce document doit être classé? Chez T2I, on appelle ça la structure du plan de classement. Ou plan de classement automatisé pour justement donner le lieu sur lequel chaque document a sa vocation d'être enregistré pour pouvoir être retrouvé. Et ça consiste pour chaque document de définir sa durée de conservation, sa notion de droit à l'oubli. Est-ce qu'on a des données sensibles à l'intérieur du document qui régissent justement ces règles du RGPD? Le niveau de confidentialité et de sécurité, on va parler de GED transverse, donc de GED non seulement métier sur votre activité opérationnelle immobilière, mais également peut-être de documents transverses à votre organisation, comme des documents RH, des documents de la direction ou des documents du service juridique. En termes de niveau de confidentialité et de sécurité, c'est pas la même chose. Et surtout, la qualification de ces métadonnées qui permettent de structurer les archives. Alors ensuite, le troisième point qu'on va évoquer, c'est la capacité d'une équipe à sous-estimer la partie acquisition de documents. Comme je le disais tout à l'heure, avoir une GED moderne avec des fonctionnalités enrichies, c'est très bien, mais il ne faut pas que ça reste une coquille vide et il faut que les différentes méthodes d'alimentation soient absolument adaptées au format, au volume, etc. Donc, qu'en est-il du papier et en tout cas des flux entrants? Vous allez avoir différents flux qui vont entrer, que ce soit le courant ou la reprise déjà. Donc, dans la reprise, vous allez avoir peut-être des fonds d'archives de documents de patrimoine, de dossiers locataires ou quoi que ce soit. Donc tout ça, ce type de papier, il faut pouvoir le traiter, le mettre dans des scanners avec des prestataires de services. Après, qui va traiter ça, si c'est chez vous, si c'est un prestataire qui va externaliser ça. Mais l'objectif, c'est bien de couvrir ça pour faire cette reprise de papier et contrôler les données qui sont reprises avant d'aller les mettre dans la GED. Donc ça peut être pour la partie reprise. Après, il y a la reprise des documents numériques. Donc là, en général, vous avez des répertoires réseau avec un certain nombre de dossiers, sous-dossiers et encore sous-dossiers organisés, parfois normalisés, parfois non. Et l'objectif, du coup, c'est de s'appuyer sur des automates qui vont nous permettre de faire de scruter ces répertoires réseau et puis d'aller les ranger et de faire un mapping intelligent avec les plans de classement qu'on propose dans la solution de GED. Ensuite, au niveau du courant, vous pouvez être organisé en agence et de la même manière, vous allez recevoir des documents numériques, des documents papier. Ça peut être par répertoire FTP, ça peut être par boîte mail en pièce jointe, ça peut être directement par enveloppe. On va mettre en place les solutions qui sont adaptées, soit de numérisation un peu intelligente, ce qu'on appelle la LAD. La LAD, c'est la lecture automatique de documents. Donc on ne se contente pas uniquement de numériser le document et de le mettre à un endroit dans la GED. On numérise le document, mais la solution sait qu'il faut qu'elle aille chercher des informations précises sur des endroits précis et des informations à valeur ajoutée qui vont être exploitées derrière dans le système d'information pour créer de la valeur ajoutée. Je vous donne un exemple, ça peut être je fais de la LAD, lecture automatique sur de la facture,
ou sur des attestations d'assurance ou sur des diag, et ben ça va me permettre soit de mettre à jour l'attestation d'assurance de mon locataire en automatique dans mon outil métier, soit pour les diag de pouvoir créer des stats et de mettre en relief ces informations. Et pour la facture, ça peut être de créer les préenregistrements et puis d'initier un workflow de validation de visa, de bons à payer, etc. Donc vous avez du papier et vous avez du numérique en point d'entrée. Pour autant, il faut aussi différencier si c'est un traitement industriel qu'on doit faire ou si c'est du traitement ponctuel. Parfois, c'est un document, un courrier de réclamation qui arrive, qui va être traité de manière unitaire. Parfois, c'est des documents en masse qui reviennent. Typiquement, les attestations d'assurance reviennent à peu près tout au même endroit lorsqu'on fait une campagne d'attestation ou de contrôle de l'ensemble des locataires. Donc Ensuite, on parle justement des différentes sources. On a résumé deux, mais ce sont les deux principales que vous avez trouvées dans votre organisation. C'est qu'est-ce que l'on fait du papier? On veut lancer un projet de GED, un projet de dématérialisation. Donc le papier, on parle de quel papier? Sous quel état il est? Est-ce qu'il est accessible? Sur quel format? Nous, on nous a posé pas mal de problématiques chez des clients sur de la dématérialisation de plans immobiliers, des plans qui peuvent être en A0. Bah voilà, ça nous pose des questions et on met en place des outils et des processus pour dématérialiser justement ces plans très grands, des grands plans au format A0. Et surtout, comment on va les dématérialiser? Est-ce qu'il faut le faire absolument en couleur? Est-ce qu'il faut apporter un certificat de copie fiable parce qu'on veut apporter la valeur probante de ce document en détruisant justement le papier? Quelle est la définition? Et surtout, comment il doit être stocké? Souvent, sur un document dématérialisé, on va nous demander d'aller le découper en chapitres, par exemple sur un document PDF, ou d'aller le découper en sous-documents pour le classer plus efficacement. Et puis, ne pas oublier que vos documents sont déjà peut-être à l'état numérique, déjà à l'état digital. Ça serait une erreur de penser que parce qu'on a uniquement implémenté un système de dématérialisation du papier, tout document numérique, il faudrait le réimprimer pour le réinjecter dans la GED. Ça fait sourire, mais on l'a déjà vu. C'est pour ça que la récupération des fichiers numériques dans l'état où ils se trouvent, c'est à travers des processus de scrutation de plateformes, de boîtes mail, de répertoires, de réseaux, même de FTP, si je peux faire une petite parenthèse technique, pour justement récupérer le document à sa source avec les métadonnées et pouvoir le mettre efficacement dans la GED de manière entièrement transparente. Alors le quatrième point de vigilance, ça va être de penser que la dématérialisation est un processus unique. Par exemple, le stockage. Donc ça, on l'a dit, mais globalement, tout ce qu'on vient d'évoquer, c'est qu'on a vraiment trois thèmes, trois briques qui vont construire un cycle complet de dématérialisation. Alors le thème dont on a beaucoup parlé, c'est la partie gestion. Donc la partie gestion, c'est la gestion du patrimoine documentaire pour traiter son cycle de vie à travers des plans de classement, avec les bonnes sécurisations, les bonnes habilitations qui vont bien. Et puis être conforme d'un point de vue réglementaire. Donc ça, c'est la brique centrale, qui est la partie gestion. La brique acquisition, donc c'est toutes les méthodes d'alimentation, papier, numérique, en masse, ponctuelles, qu'on a évoquées, soit de la numérisation simple, soit avec des fonctionnalités enrichies qui permettent de collecter, de contrôler que l'information qu'on s'apprête à libérer dans les systèmes d'informatique, cette information est saine, ou alors d'alerter l'utilisateur dès l'étape de numérisation pour qu'il puisse justement faire ce qu'on appelle un vidéocodage, c'est-à-dire ajuster l'information qui a été collectée en automatique par la machine et du coup faire son arbitrage avec son œil humain. Et puis la troisième pilier dont on n'a pas parlé, qui est important dans le processus de dématérialisation, c'est la partie circulation. Parce que l'objectif, une fois qu'on a dématérialisé les documents, c'est de pouvoir collaborer, s'appuyer sur ce patrimoine de documents pour collaborer, pour éviter de pousser le chariot de bureau en bureau pour faire distribuer les courriers, ou pour valider une facture, ou pour valider un contrat de location, ou pour valider une demande d'achat ou autre. Donc partager, diffuser l'information directement depuis le système dématérialisé. Et puis en apportant évidemment toute la traçabilité qui permet de faire de l'audit. C'est-à-dire que si j'ai un processus d'achat d'un patrimoine, un processus de revente, un processus d'arrivée d'un nouveau collaborateur pour les RH, eh bien je veux pouvoir tracer et pouvoir dire je maîtrise mon processus de traitement.
et potentiellement j'ai une alerte ou une notification qui me dit attention, là on va avoir un fournisseur qui va être payé, avec du retard, ou on va avoir un client locataire qui ne va pas être satisfait parce que j'ai dépassé le délai de réponse de son courrier de réclamation. Donc typiquement, c'est des notions importantes. Il faut vraiment penser un projet de GED avec l'ensemble de ce circuit de vie du document dématérialisé. Et justement, notre cinquième et dernier point, c'est oublier l'interopérabilité avec le système d'information. Ce serait vraiment un tort de penser que la GED est une application, un silo totalement indépendant, alors que la GED, c'est une partie vraiment prépondérante de votre data. Vous savez, la data, on en parle de plus en plus, on donne de plus en plus d'importance de la data de l'organisation. On dit que les organisations utilisent une partie extrêmement faible de leur data, et dans cette partie faible, même toute la data n'a pas de valeur. Ça veut dire que c'est une data périmée ou c'est une data erronée. C'est un peu comme un iceberg, on voit que la partie immergée, et en plus sur cette partie immergée, on n'arrive pas à tout exploiter. La GED doit vraiment être au cœur de votre récit, mais pas au cœur dans le sens d'importance d'une application de haute disponibilité, au cœur de la gestion de votre data, pour éviter justement la redondance, pour éviter les problématiques de sécurité, donc les fuites de données, les fuites de documents, et surtout pour qu'elle soit connectée et intégrée avec l'ensemble des applications de votre SI. Moi, quand je vais chez certains clients qui sont déployés depuis plusieurs années, je leur demande alors comment ça se passe avec la GED UDoc de T2I. Ils me disent mais quelle GED? Et en fait, ils s'en aperçoivent même plus tellement que la GED a été intégrée dans leur SI, qu'ils y accèdent via leur ERP, via leur CRM, via leur portail web. La GED, c'est aussi le support documentaire de tous les intranets et les extranets. Donc, on va avec la donnée à un seul endroit, avec un seul système de gestion, pouvoir contrôler l'ensemble des accès documentaires de mon organisation, autant en interne qu'en externe. Et c'est ça l'interopérabilité du SI, et c'est ça qu'on essaie de porter une grande importance au sein des directions de systèmes d'information, des directions générales, de dire demain avec une GED transverse, vous avez une solution unique de gestion documentaire pour l'ensemble de votre organisation et au sens large. Et justement, pour pouvoir dialoguer avec les applications, on a, en tout cas nous dans notre GED, tout un tas de connecteurs progicialisés, c'est-à-dire vous avez un ERP du monde de l'immobilier, en un produit packagé, vous allez pouvoir avoir notre GED connecté et complètement déjà intégré à cet ERP. Parce que nous, ça fait par exemple depuis plus de 20 ans qu'on a développé ce connecteur et qu'on le maintient à jour pour que tout document généré par l'ERP ou tout document traité par l'ERP a le support de notre GED. Et que vous avez même vos propres applications, même des applications métiers, des applications spécifiques. On va pouvoir connecter par URL, par fichier d'échange, par API, par protocole réglementaire comme le CMIS, qui est une norme d'échange documentaire. Et tout ça avec notre produit au cœur de votre SI. Donc soit on s'appuie sur des connecteurs progicialisés qui sont éprouvés chez de nombreux clients et qu'on va pouvoir répliquer, soit on fait de l'interopérabilité avec un ensemble de web services et d'API qui sont une bibliothèque de protocoles de communication qu'on fournit avec la solution ou avec les solutions qu'on propose. Donc pour résumer sur ces 5 points, tout simplement voir un projet GED comme un projet de GED d'entreprise qui inclut les différentes strates de l'entreprise, les différents niveaux des collaborateurs, parce que tout le monde doit rechercher des documents, tout le monde doit collaborer avec du document. Donc dans tous les cas, il faut que ça soit un système participatif. Il faut que dès le début, que ce soit pour les recettes fonctionnelles, les accompagnements, les analyses de ce que vous voulez mettre en place, il faut qu'il y ait des acteurs qui participent vraiment à ce projet. Définir la politique d'archivage qui est le pilier et le socle demain de votre processus, de votre patrimoine documentaire. Donc ça, c'est primordial. Surtout que demain, un jour ou l'autre, on n'aura plus de documents à côté qui seront stockés en sauvegarde. Ça sera vraiment uniquement sur du numérique. Ensuite, être vigilant sur la partie acquisition, parce que l'acquisition est extrêmement importante dans le cadre d'un système de GED. Contrôler la donnée qu'on libère, contrôler les informations qu'on donne. C'est grâce à ça que demain, on maîtrise le patrimoine documentaire et qu'on est certain des versions qui sont disponibles dans notre GED. Ne pas prendre la dématérialisation comme un processus unique, parce que, encore une fois, on va vouloir collaborer avec des circuits, on va vouloir publier des documents, et ça rejoint aussi le dernier point, qui est l'interopérabilité, que Raphaël vient d'évoquer. C'est qu'il faut que la GED s'inscrive dans l'écosystème complet du système d'informatique qui est en place dans vos entreprises.
Et on arrive au bout. Et on a encore peut-être 1 ou 2 minutes s'il y a des questions-réponses. Bien sûr, vous pouvez nous retrouver au stand L41, c'est dans la zone ici à droite où vous avez tous les petits corners voilà, des différents éditeurs. Et là, on peut rester, bien entendu, pour vos questions, voilà, si certains veulent compléter. Si on parle en termes de solutions techniques, avec toute l'arrivée des stockages sur cloud, donc je pense par exemple au S3, qui ont des règles d'accès extrêmement fines, extrêmement granulaires, réglables, de l'archivage glacier, leur bus d'événements pour faire des déclencheurs à droite à gauche. Où est l'avantage d'avoir encore une GED qui est plus du sur-mesure, qui coûterait un peu plus cher, même si elle est plus orientée métier? Alors, il y a deux choses qu'il ne faut pas confondre, c'est le stockage, c'est-à-dire la capacité technologique de stocker du document, de stocker du fichier, et l'application qui va pouvoir vous donner accès à ce stockage. La GED est un applicatif, c'est un logiciel que vous allez installer en général sur un serveur, le donner accès en mode web. La plupart des GED aujourd'hui sont en mode web. On peut avoir des applications mobiles, on est en responsive, on peut voilà, accéder à une application, et cette application, elle a pour rôle de rechercher en un temps record, un peu comme Google, votre document, qui soit indexé par des métadonnées ou en plein texte, c'est-à-dire on va les rechercher directement à l'intérieur des documents. Et ça en moins d'1 seconde, en tout cas avec les technologies aujourd'hui. Assurer la sécurité d'accès, assurer le partage de documents, la diffusion, et assurer aussi également le versionning. Pour nous, un document, c'est pas forcément un fichier. Un document, c'est par exemple un contrat qui va avoir un état brouillon, un état V1, un état V2, un état validé, un état publié, un état périmé. Et tout ça, c'est le même document avec une différente versionning. Ça c'est un applicatif GED. Derrière, on s'appuie sur un serveur de stockage. Et effectivement, de l'Amazon S3, du Cloud Azure, etc. Pour nous, en tout cas, parce qu'on est compatible d'ailleurs, voilà, et on est même agrégé sur ces plateformes, notamment de l'Amazon S3, pour le cryptage, pour tout ce qu'il y a, eh ben, c'est un support de stockage. Mais, alors, effectivement, certains supports de stockage, si je parle ceux du grand public, du Google Drive, du OneDrive, ils ont un applicatif qui ressemble à une GED, mais c'est un applicatif d'accès. Ce n'est pas un applicatif qui va commencer à vous gérer du versionning, de l'édition, du partage, de la diffusion et la sécurité qu'on peut réellement attendre d'une GED. Donc nous, bien entendu, on s'adapte au stockage qui est demandé par nos clients, stockage chaud, stockage froid, ou stockage cloud, et là on va parler des technologies que vous venez par exemple de citer. D'accord, oui, merci. Je parlais plutôt d'utiliser le S3 en brut, avec des interfaces comme il existe, des choses qu'on peut monter, des petites interfaces par-dessus, des minios, des choses comme ça. Mais effectivement, donc vous avez répondu à la question, il y a des fonctionnalités, du versionning, des choses comme ça en plus que vous ajoutez. Merci. Est-ce que vous avez d'autres questions ? Ben, merci de votre participation. Merci beaucoup.